Salut tout le monde, aujourd'hui sur Légende on reçoit Mon Gynéco. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, le mec s'appelle Olivier et en fait il a une chaîne qui s'appelle Mon Gynéco et qui cartonne sur tous les réseaux sociaux. On s'est dit qu'on allait l'inviter, il va nous raconter plein d'anecdotes sur son métier de gynéco. Mais juste avant, sachez qu'on a grandi l'équipe et qu'on est de plus en plus nombreux. Donc on cherche des community managers, des monteurs, des journalistes, etc. etc. Donc envoyez-nous vos CV. Si vous recherchez une alternance, un stage, un CDD, un CDI, même en facture, vous êtes tous les bienvenus à contact@legendegroup.fr, contact@legendegroup.fr. Merci à vous et c'est parti pour l'émission avec Olivier, mon gynéco. Salut, c'est mon gynéco, Olivier. Je suis gynécologue sur le réseau, mais je suis surtout gynécologue dans la vraie vie. On va en discuter avec Légende. Allez. Merci à toi. Bienvenue Olivier. Merci à toi. Et bienvenue tout le monde. Alors voilà, interview d'Olivier qui est gynécologue dans la vraie vie. Ouais. Tu as toujours ton cabinet tous les jours? Je travaille tous les jours, 5 jours par semaine, dans mon cabinet, au bloc opératoire. Aix-en-Provence. Je suis un vrai gynécologue. Un vrai gynécologue, Ouais. il a quasiment 1 million d'abonnés là, sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, etc. Tu vas nous raconter tout ça. Et du coup, on se disait que c'était intéressant de faire une émission. On parle souvent des métiers un peu originaux, de ce qu'on peut y trouver comme anecdotes, etc. Ouais, ça fait quelques années quand même que je fais ce métier. Combien de temps Je me suis installé à Aix-en-Provence en novembre 2009. Ok. Mais avant, il y a quelques années d'études, des stages à l'hôpital, pas mal de pratiques, ouais. Et on se rend compte que, en fait, même beaucoup de femmes ne connaissent pas leur sexe. À quoi ça sert, où est-ce que ça fait pipi, etc. Machin, par où le c'est vrai, hein, t'as eu des questions, le clitoris, etc. On va essayer d'expliquer ça. T'as une maquette, on va la montrer tout à l'heure, une maquette en caoutchouc, en latex, je sais pas comment. Ah ouais, en Hein silicone, ouais. En silicone, pour essayer d'expliquer où est-ce que ça sort, où est-ce que machin, même de l'intérieur, pour comprendre un peu le sexe féminin, c'est intéressant. Juste, gynécologue depuis quel âge? Pas depuis que je suis né. Gynécologue, en vrai, depuis novembre 2009. Après les études, c'est long. Ça, c'est 6 ans de fac. 6 ans, ok. Ouais. C'est médecine? C'est les études de médecine. Ok. Il y a un tronc commun. On passe 6 ans à la fac, sur les bancs de la fac, avec quelques stages à l'hôpital d'étudiants en médecine. Et au bout de 6 ans, on passe un concours Ok. pour choisir sa spécialité. Et après, pour se former, c'est 5 ans à l'hôpital, on est interne. Après, on reste un petit peu à l'hôpital, on appelle ça être chef. On est chef pendant quelques années pour continuer sa formation et bosser, parce qu'on bosse beaucoup quand même. Et après, on choisit de rester à l'hôpital ou de partir dans le privé. D'accord, ok, putain, waouh. La première fois que tu te retrouves face à une femme, parce que là, tu es en train d'imaginer sur des maquettes, pour essayer de comprendre, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a une gêne? C'est des métiers qui sont quand même très particuliers. C'est un métier qu'on apprend pendant plusieurs années. Il y a des cours théoriques, il y a des stages. Au début, on est juste en observation. On dit rien, on fait rien. Et puis petit à petit, on prend de plus en plus de responsabilités, on gagne en confiance. Et c'est quelque chose qui se fait quand même assez naturellement. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on essaie d'avoir un regard détaché quand même. Oui, c'est ça, mais ça doit être Ouais. difficile parfois. Ça va être les questions, justement. Tu vas nous raconter, tu as des couples parfois qui viennent avec des maris qui veulent rester présents, etc. Ouais. Tu as des situations. Je pensais pas que ça allait jusque-là, mais c'est ça qui est drôle de parler avec quelqu'un qui a des années de recul. Du coup, tu as eu plein d'anecdotes, quoi. Est-ce que tu es marié? Oui? Est-ce qu'on est le gynéco de sa femme? Ah non, ça c'est pas Je t'ai possible. vu parce que tu es arrivé avec. Ouais, ta femme, bien et sûr. j'ai Non, une ça, question, c'est je me pas suis dit que je te possible. poserais. C'est pas possible parce que pour être pro, pour bien soigner les gens, en l'occurrence la femme qu'on a en face de soi, il faut pas qu'il y ait de relation d'affect ni de couple. On est vraiment dans l'intime. Et puis c'est quand même pas mal de laisser la maison à la maison et le travail au travail. Oui, oui, dans c'est ce ça, genre c'est ça, de c'est ça. métier. Et ils te demandent jamais Faut pas des tout trucs, mélanger. tu vois. Ça Si elle me pose des questions tout le temps. Ah, c'est vrai? Tout le temps, elle me demande des trucs et tout le temps je lui dis je veux pas m'occuper de toi. Donc, je la confie à des confrères. À des en bons qui j'ai- confrères. Voilà, en qui j'ai confiance. Mais moi je veux surtout pas m'en occuper. Parce que je vais faire des conneries. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Tu seras moins juste. Est-ce que les femmes préfèrent aller voir des gynécologues hommes ou femmes? Je me rends pas compte des Au pourcentages. départ, les jeunes, la première fois qu'elles vont voir un gynécologue, elles ont tendance à choisir une femme. Elles se sentent plus à l'aise, il faut se déshabiller, c'est la première fois, comme moi là c'est la première fois. Donc elles ont toujours tendance à préférer aller voir une femme. Mais c'est vrai que quand on discute avec elles, et puis parfois elles n'ont pas le choix, elles tombent sur un homme en urgence parce qu'elles ont un souci particulier, et puis elles se disent « Ah, l'approche est différente ». Et il y a beaucoup de femmes aussi qui disent que l'examen gynécologique par un homme est parfois plus doux, plus... Ouais. Donc, Oui, c'est les alors, ressentis de ouais, chacun. c'est le ressenti de chacun. Après, on a le choix. Hein. Et puis, il n'y a pas que les gynécos. Il y a aussi les sages-femmes qui font beaucoup de suivi gynécologique maintenant, et les médecins traitants, les généralistes qui font beaucoup de suivi gynéco. Du coup, les femmes ont le choix. Et c'est très bien. T'as fait des accouchements aussi, tu sais, obstétricien? Ouais, j'en ai fait beaucoup. En fait, la formation, on passe beaucoup de temps en maternité, en salle de travail. Donc, c'était vraiment une part très, très importante de mon boulot. J'adorais ça, suivre les grossesses. Souvent, pendant les suivis de grossesse, les femmes viennent avec leurs compagnons.
Donc c'est très sympa de discuter avec le couple, on fait partie de leur vie. Ouais, bien sûr, On bien va sûr. tous les mois, pendant 9 mois. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'activité libérale, c'est que j'accouchais mes patientes. Du coup, il y a un vrai lien qui s'est créé. J'étais là un des jours les plus importants de leur vie. Ouais, bien sûr. Je les revois après, on voit les enfants qui grandissent. C'est ils chaud comme partent, boulot, hein. Les gens se ils rendent nous pas montrent des compte, hein. photos. On est vraiment dans la vie des gens. Non, mais c'est surtout, tu es dans la vie des gens, mais tu as, la vie des gens dans tes mains. C'est-à-dire que quand tu as, accouché ou vu un accouchement, tu te rends compte à quel point c'est un boulot, tu as un sacré sac à dos sur les épaules quand même. Tu as déjà eu un accouchement compliqué où il y a, je sais pas, le mari qui s'énerve sur toi, ça arrive ça? Ouais, il y a des maris, moi je me souviens de maris qui font des malaises. J'en ai même vu un qui s'est fracassé le crâne. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, waouh. Qu'il a fallu suturer après. Donc ça, c'est voilà. Les maris qui s'énervent, ils peuvent s'énerver à cause du stress. Ça, t'en as eu aussi? Ouais, ça j'en ai eu parce qu'il est très inquiet parce qu'il voit sa femme qui souffre, la péridurale qui marche pas très bien. T'en as jamais un qui t'a cassé la gueule? J'ai eu une situation un peu agressive, mais c'est un contexte très particulier, très triste, où en fait la femme, qui était une de mes patientes, est arrivée à la maternité en fin de grossesse, juste avant d'accoucher, les jours qui précèdent le terme, tu vois, et le bébé était mort. Ça s'appelle une mort fétale in utero, c'est le bébé qui meurt en fin de grossesse et on peut rien y faire, quoi. C'est comme ça. Donc quand tu annonces ça à la maman, à la future maman, bah, c'est dramatique. Le mari à côté, il explose. Et là, je me souviens très très bien de ce mari qui est rentré dans une rage folle, mais parce qu'il était débordé de stress, de tristesse, enfin, c'était un peu hard. Ouais. Je le voyais qu'il serrait les poings, s'il avait envie de tout casser en fait. Et puis, sauf que moi j'étais en face de lui à ce moment-là, quoi. Donc je me suis un petit peu écarté, il a cogné dans le mur, il est sorti pour déverser sa rage et sa colère sur. Ce qui est normal aussi là. Sur autre chose. Oui, mais j'ai senti que c'était pas passé loin. Ouais. Ah ouais. Et t'as déjà eu des choix difficiles à faire? On a l'habitude de dire quand on fait de l'obstétrique que la priorité c'est la mère. Ah oui. Ouais. Ok. La priorité c'est la mère, donc c'est exceptionnel, mais ça arrive qu'on ait des choix à faire. J'ai une patiente qui est arrivée, qui avait très très mal au ventre. Elle arrive en salle de travail, elle était à 5-6 mois de grossesse, donc très prématurée, et elle n'était pas bien, elle était en choc, le ventre de bois, elle avait une hémorragie interne. Enfin, à l'examen, ça se voyait, je fais l'échographie, je vois ça, et en fait, son utérus avait explosé, ça s'appelle une rupture utérine. Ah ouais, ok. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, quoi. Il faut faire quelque chose, donc j'ai passé au bloc opératoire hyper vite pour faire ce qu'il y avait à faire. Et dormait déjà? Ouvrir le ventre. Ouais, Non, dans ce cas-là, tout le monde est réveillé. Le mari est là, la femme est là, on discute, on explique. Donc on passe au bloc opératoire, et en allant au bloc opératoire, le mari me chope, il me dit c'est ma femme la priorité. Est-ce que tu avais le choix là? Là, en vrai, on n'a pas le choix. Il fallait que j'ouvre le ventre, que le bébé, malheureusement, était trop petit, il n'était pas viable. Et puis après, il fallait suturer l'utérus, traiter l'hémorragie et faire en sorte que ça s'arrête. Et tu l'as sauvé? Ouais, la maman, ouais. Ah bravo. Je la suis toujours. C'est fou comme boulot. C'est ça qui est hyper dur dans ce boulot. C'est tout le temps joyeux. C'est forcément des moments géniaux. Et puis de temps en temps, il y a forcément des urgences et des trucs imprévisibles qui sont dramatiques. C'est encore pire que quand on s'y attend, parce qu'on s'y attend pas du tout. Nous, on s'y attend un peu parce qu'on sait que ça existe, mais les gens qu'on a en face de nous, eux, ils s'y attendent pas du tout. C'est pas possible pour eux qu'un drame pareil arrive dans un contexte pareil. Mais c'est pour ça que la surveillance de l'accouchement, la gestion de tous ces moments-là est hyper importante sur le plan médical. Toi, dans ton cabinet, tu as des clientes de quel âge à quel âge? C'est quoi la plus jeune et la plus âgée? Tu sais, on se rend pas compte jusqu'à quel âge on va chez gynéco. C'est hyper large. C'est hyper large. On commence à voir les jeunes filles quand elles ont une préoccupation gynécologique, parfois même quand elles n'ont jamais eu de rapport, juste parce qu'elles me parlent de leurs règles qui sont très douloureuses. Et puis je vois des femmes de 85 ans. Ah oui, toute la vie, on va chez le gynécologue? Toute la vie d'une femme? En théorie, souvent le dépistage, tu sais, les frottis, les mammographies, ça s'arrête vers 65 ans pour les frottis et 74 ans pour les mammographies. Ah oui, d'accord. Mais aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, les femmes vivent de plus en plus vieilles, elles sont en très bon état général, elles ont une vie sexuelle, elles vivent quoi. Donc elles viennent chez le gynécologue une fois par an pour se faire suivre. Une question, les hommes qui deviennent des femmes, les transsexuels, est-ce qu'ils vont chez le gynécologue? Alors ça, c'est une question, je me suis dit, je te poserai parce que c'est une question... Mais non, mais c'est une question qu'on se pose de plus en plus souvent. Moi, je suis chirurgien. Aujourd'hui, j'ai arrêté les accouchements, je fais surtout de la chirurgie gynécologique. Donc je suis plutôt confronté à des femmes physiquement, qui viennent me voir et qui sont en transition vers l'homme. Donc elles viennent me voir pour me demander de, par exemple, leur retirer l'utérus, qui est la première étape avant de se faire reconstruire un pénis. D'accord, ok. Donc moi, je suis plutôt confronté à cette transition-là, dans ce sens-là. Et ils prennent la peau de l'utérus pour faire un sexe masculin, en gros, non, c'est pas ça? du tout. Non. L'utérus, il n'y a pas de peau. Ok. Ah oui, faut que je travaille un peu. Et grâce à la maquette que vous allez voir dans 2 secondes, avec la première partie pour 2 € seulement, vous pourrez à la bientôt limite, avec un reconstituer utérus, on peut te faire un biceps, tu vois, parce que c'est du muscle. Ouais. L'utérus, c'est une boule de muscle. D'accord. Qui se contracte pour accoucher.
Donc on ne peut pas du tout l'utiliser pour faire un sexe d'homme. Ça, c'est pas possible techniquement. Et parfois, tu disais, t'as des maris, quand tu consultes, là je parle vraiment du cabinet de gynéco classique, Ouais. t'as des maris qui viennent juste pour voir que tu fais rien de chelou. Alors ça m'a toujours un peu surpris. Autant pour le suivi de grossesse. C'est le papa. Ouais, tu il viens. Moi, je suis allé avec ma femme il et tout, accompagne sa voir. femme, tu lui tiens la main, Exactement. tu regardes l'échographie. C'est les beaux sympa. moments de la vie, ouais. C'est des moments que tu as envie de vivre avec ta femme. C'est Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui viennent pour le suivi gynécologique annuel de leur femme. Alors, ça peut être aussi des couples avec qui j'ai sympathisé parce que j'ai suivi pour la grossesse. Donc, le gars, il trouve ça sympa de venir me voir pour discuter avec moi pendant que j'ai l'examen de sa femme. Mais il y en a d'autres, c'est un peu particulier. Je pense qu'il y en a certains qui sont un peu jaloux. Ah, vraiment. Ouais, Des gars qui sont pas très à l'aise avec l'idée que leur femme aille voir un gynécologue homme. Ça, c'est clair et net. Et ça, je le vois parfois aussi. J'ai un couple là en tête où le gars, il est venu les premières fois en consultation. Je pense qu'il y a eu une explication un peu musclée à la maison. Et la femme revient seule après. Et moi, je lui dis naïvement, mais il est pas venu votre mari aujourd'hui? D'habitude, il vient. Il dit, non, non, il viendra plus. Il viendra plus. Ah ouais, il viendra plus. Et puis il y a des mecs qui viennent. Il y en a un, je l'ai en tête, là, il se met derrière moi pendant que j'ai le spéculum en train de faire le frottis Mais à sa non. femme. Si, je te jure. Et regarde tout, quoi. Ouais. Est-ce Et que moi, tu en peux- général, je lui tends le truc et je lui dis, vous voulez faire le frottis ou à ma place c'est vrai ou, ouais. Et là, il rigole en général, puis il va s'asseoir. Est-ce que tu filmes ton cabinet juste pour montrer que tu fais pas, tu sais, si un jour quelqu'un t'accuse de quelque chose? Non, ça, j'ai pas envie de tomber là-dedans. J'ai Il y en pas a qui envie le font, je crois. Il y a pas mal d'histoires en ce moment sur les violences gynécologiques, sur la bienveillance, le consentement. On entend beaucoup parler de tous ces trucs-là, et c'est bien, hein, il faut discuter avec les femmes et leur expliquer ce qu'on leur fait, leur demander si elles sont d'accord. J'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai pas non plus envie de basculer dans la peur, tu vois. La relation que j'ai avec mes patientes, à la base, il faut que ce soit une relation de confiance pour que ça se passe bien et pour que je les soigne bien et que je réponde bien à leurs questions. À partir du moment où tu mets une caméra, où tu fais signer un papier, où il y a de la suspicion, il y a De la méfiance. Ouais, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance et je trouve pas ça sain. Et est-ce qu'il y a des femmes qui sont gênées par leur épilation, par leur hygiène, ou est-ce que tu es tombé sur des femmes qui ne se lavaient pas du tout? Toi, ça t'a vraiment marqué? Au fur et à mesure de nos études, on voit quand même beaucoup de choses. Donc, on fait plus gaffe à ça. C'est vrai? Franchement, on fait pas attention à ça. Moi, le truc qui me dérange de temps en temps, je dis franchement, hein, j'ai jamais été dérangé par un sexe féminin, quelle que soit la manière dont il se présente. Le problème, parfois, c'est les pieds. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. Parce que quand on fait un examen gynécologique, T'as les jambes, voilà, la patiente, elle est installée en position gynécologique. La position gynécologique, on n'a pas tellement le choix, elle n'est pas très confortable, mais c'est comme ça. Donc nous, on est assis sur un tabouret entre les jambes, et puis on fait l'examen gynécologique. Donc c'est vrai que les pieds, parfois, ça peut être un peu gênant. Après, tu me posais la question de l'esthétique. Ouais. L'esthétique, tous les jours, j'ai au moins une patiente qui s'excuse parce qu'elle n'a pas eu le temps d'être c'est vrai chez l'esthéticienne. Ouais. Et moi, à chaque fois, je la rassure. Enfin, je comprends qu'elle, ça la gêne, mais moi, je la rassure en lui disant que moi... Oui, t'es pas là pour ça, quoi. Et la patiente, une fois que j'ai fini l'examen, qu'elle est rhabillée, qu'elle est en face de moi et que je discute, que je lui prépare ses ordonnances et que je lui dis, voilà, l'année prochaine, je ne sais même plus si elle était passée chez l'esthéticienne ou pas. Enfin, Oui, on fait pas mais du tout attention à ça. Et il y en a une fois qui est arrivée, qui sortait de l'esthéticienne, elle s'était fait épiler à la cire. Elle était trop gênée, elle n'osait pas me le dire, je ne comprenais pas pourquoi. Elle s'installe, et là je vois, et j'ai compris pourquoi. Elle avait les lèvres en feu, quoi. C'était rouge, il y avait encore de la cire dessus et tout. C'était la terrible, la pauvre. Donc je dis, putain, pourquoi vous avez fait ça, quoi? Faut pas, c'est pas la Et peine. ça t'arrive quand tu farfouilles, là, je sais pas comment on dit. Fouille pas, Non, non, j'examine. Ouais. Quand tu prends le spéculum et que tu regardes, Ouais. est-ce que ça t'arrive de tomber sur des objets? Tu tombes sur des trucs, tu sais, cachés? Alors ça arrive. En général, les patientes, elles viennent pour ça, parce qu'elles ont un doute sur un truc qui serait resté. Ah, c'est vrai, ça arrive, ça. Voilà, c'est plus ça. Des jeux, Et, des trucs. Faire la patiente qui vient pour un examen gynécologique, mettre le spéculum et tomber sur un truc qui n'était pas prévu, ça, Oui, monsieur. bon, ça n'arrive pas. Ou alors vraiment, il faut que ce soit dans un contexte particulier, quoi. Mais les femmes qui viennent parce qu'il y a un corps étranger qui est resté, ça arrive. Le plus classique, c'est le tampon. Ah oui, ouais, la ficelle qui rentre, Le plus machin. classique, c'est le tampon. Le problème du tampon, c'est que s'il reste trop longtemps et qu'on l'oublie, que voilà, ça peut s'infecter, ça peut donner des pertes vraiment dégueulasses. Ça sent pas bon, quoi. Et je me souviens d'une patiente, une jeune, c'était la première fois qu'elle mettait des tampons et tout, et elle vient me voir parce que elle était gênée par des odeurs. Je dis, ah bon? Et elle me parle pas de tampons au début. Elle dit, je suis gênée par des odeurs, c'est terrible et tout. Et moi, je lui dis, mais vous avez pas oublié un tampon? Elle me dit, ah ouais, si, peut-être. Elle s'installe sur la table, j'examine, et je sors pas un tampon, j'en sors 5. Ah, waouh.
Ouais, et en fait, elle était jeune, elle n'avait pas demandé, elle n'avait pas trop lu les trucs et tout, et elle pensait que c'était biodégradable. Comme un suppositoire. Je pensais que ça rentrait et que ça Elle pensait que ressortait c'était biodégradable. pas. Ah ouais. Ouais. Et comme un vagin, c'est élastique, et il y a un bébé qui passe par là. C'est élastique, les parois ne s'étaient pas rendues compte, et il y avait une accumulation de tampons depuis un moment. ouais. Quoi. Donc c'était particulier. Après, il y a les corps étrangers classiques, quoi, les sextoys ou les objets de ce style-là. Il y a un couple qui était venu parce qu'ils s'étaient amusés avec des boules de geisha. Et puis, il y a une ficelle qui avait pété et il y a une boule qui était restée au fond du vagin de la dame. Le mec, il était mort de rire. Elle rigolait pas du tout. Et donc j'examine, je sors la balle et j'ai peut-être fait une vanne de mauvais goût, genre est-ce que vous voulez la garder ou bon. Ah, c'est vrai. Ouais, mais et donc le gars et elle s'est énervée contre son mec parce que lui Rigolait. il pleurait le gars. Moi je restais trop à côté et elle s'est énervée, elle me dit plus jamais tu mettras des boules de geisha, c'est terminé, c'était merci. Et en plus, c'est toi qui les as achetées et t'as pris du made in China, tu te fous de ma gueule. Elle était en folie. Est-ce que en termes de sous-vêtements, parfois, t'as eu des surprises aussi? Les femmes, elles viennent comme elles sont dans la vie. Elles n'ont pas la tenue pour le gynéco. pour la consultation gynéco. Donc il y en a beaucoup qui sortent du boulot, qui vont au sport, la consultation chez le gynéco, c'est un moment de leur journée comme un autre. Donc elles viennent un peu comme ça. Après, tout est possible. Hein. Tu as les patientes il y en a qui sont super à l'aise, qui s'en foutent complètement, qui sont avec des bodys, clac, elles ouvrent le body, elles montent sur la table en toute détente. T'en as parfois qui viennent quand même avec... Un peu de gêne? Non, oui, ça arrive, les deux. C'est l'un ou l'autre. T'as eu une patiente qui t'arrivait très sexy pour un peu te draguer dans tous les métiers. Parfois, il peut y avoir des gens qui font des avances. Alors, j'ai beaucoup de patientes très sexy, mais qui viennent pas du tout pour me draguer. Non, mais où tu as senti qu'ouvertement, elle t'a dit... Ouais, où c'était un peu... ou pas comme d'hab, quoi. Ouais. Oui, voilà. Ouais, c'est arrivé une fois assez franchement. Après, il faut essayer de pas trop faire attention, mais là, il n'y avait pas de doute possible. La lingerie était un peu agressive. Et surtout, je fais l'examen, je reste dans mon truc gynécologique. Après, je lui dis d'aller se rhabiller, je retourne dans le bureau, puis il y a une petite voix qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que vous pouvez venir m'aider? J'arrive pas à fermer ma robe. » J'y vais, j'avais une robe qui se fermait derrière. Je ferme sa fermeture, et puis là, elle se retourne pour m'embrasser, quoi. Ah oui, d'accord. Donc j'ai pris un petit mouvement de recul, on a discuté 5 minutes après, et puis voilà, elle était plus gênée que moi. Oui, monsieur, Ouais, monsieur. ouais. Oui, c'est souvent plus gênant. Bien sûr, ouais. Et t'as un rôle de conseil aussi sur la sexualité? À tous les niveaux, ça peut être une jeune fille qui vient parce que elle a eu ses premiers rapports, elle a eu des petites douleurs, il faut lui expliquer que c'est un petit peu normal au début, qu'on peut avoir des petits saignements ou des choses comme ça. Il y en a quelques-unes aussi qui viennent pour me demander si elles sont toujours vierges ou pas, parce qu'elles ont eu des rapports, mais pas vraiment des rapports. Comment tu fais quand il y a des parents à côté, si jamais tu vois qu'elle a envie de te poser des questions sur sa sexualité ou de te dire qu'elle a eu son mois, mais sans pouvoir le dire, est-ce qu'il y a sa mère? Ça, c'est compliqué parce que c'est souvent des mineurs qui viennent avec leur mère. C'est souvent la première fois qu'elles vont chez le gynéco. En plus, elles tombent sur un mec. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, souvent, ça les rassure d'avoir leur maman à côté. Mais les mamans, c'est un peu intrusif. Et la maman, elle vient pour accompagner sa fille, pour être gentille avec sa fille, bien sûr, mais aussi parce qu'elle est un peu curieuse de savoir ce que la fille va raconter et qu'elle ne va pas forcément raconter à la maison. Oui, pour savoir, évidemment. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, maintenant, je fais super gaffe. C'est-à-dire que la maman rentre toujours avec la fille dans le cabinet. Et là, je ne me suis pas méfié. Je commence à parler avec la fille. La maman avait l'air plutôt cool. Je dis, voilà, je suis gynécologue après tout. Est-ce que tu as déjà eu des rapports? Et là, la petite, elle se décompose. Elle avait 17 ans, je crois. Et non. Mais personne ne l'a cru dans la pièce, tu vois. Ouais. Donc, la maman n'a rien dit sur le moment. Arrive après, tu sais qu'à la maison. Et après, je l'ai su. Après, je continue à les suivre. Donc, on en a reparlé après en rigolant. Mais sur le moment, ça l'a pas du tout fait rire, la petite, parce que quand elle est rentrée chez elle, elle a eu... Ouais. Elle a eu une discussion. Elle s'est fait un peu choper par sa maman, ouais. Maintenant, Ouais. tu demandes aux Donc gens de maintenant, sortir. quand la maman rentre avec la fille, je le dis toujours en rigolant. Elles s'assoient toutes les deux. Bonjour madame, c'est gentil de m'apporter votre fille. Je dis tout de suite à la maman que je veux pas l'entendre. Ah oui? Parce que je veux vraiment créer un lien avec la petite, en la mettant à l'aise. Où est-ce que tu vas au lycée? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Est-ce que tu fais du Ouais, tu la sport? détends un peu, C'est quoi les trucs que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais comme étude? Qu'est-ce que tu veux faire après comme étude? Essayer de lancer un sujet qui n'a rien à voir avec la gynécologie. Et après, je rentre dans le vif du sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je dis toujours à la fille, pas à la mère, à la fille, je vais te poser des questions très personnelles, très intimes. Est-ce que ça te pose un problème que ta maman soit là? En général, les mamans, elles sont un peu décontenancées. Et c'est elles qui disent, oui, non, mais c'est vrai, il a raison, ma chérie. Ah oui. Et comme ça...
C'est gagné. Des petits trucs et subterfuges pour. Ouais, pour mais trouver. bon, ça, on apprend petit à petit. Voilà, je me suis fait avoir une fois. Ouais, c'est ça. Maintenant, Et est-ce que tu as Fais des couples qui viennent te demander des conseils sexuels? Tu vois, sur des problèmes qu'ils ont, tu vois. Ouais, j'ai un couple qui est venu. Le gars, il parlait pas, il était trop gêné. Et sa compagne, je la suivais depuis quelques années, mais c'est la première fois qu'elle venait avec son mec. 60 ans, hein, pas... Ouais, 60 ans. Il s'assoit en face de moi, puis elle a commencé à me parler de ses douleurs lors des rapports. Donc moi, je lui explique, c'est peut-être la ménopause, le vagin, il est un petit peu sec, c'est des choses qui peuvent arriver, je vais regarder, et puis on va voir si on peut trouver des solutions ensemble. Puis elle insiste, elle me dit, non, mais... Quand même, son mec, il est rentré de plus en plus dans son fauteuil à côté. Et elle me dit, je me demande s'il n'y a pas un problème de diamètre, de calibre. Moi, je comprends pas au début. Bon. Mais c'est-à-dire, bah, monsieur est bien monté, donc c'est peut-être ça le problème. Je dis, oui, peut-être, oui. Et elle me dit, vous voudriez pas nous examiner tous les deux pour Pour voir si c'est voir ça rentre, si c'est le cube rentre dans le adapté, cube. voilà, si c'était bien adapté. Je dis, non, ça va pas ou quoi. Est-ce que ça n'a rien à voir, ça, en vrai? C'est intéressant comme question, en vrai, pour ceux qui sont très bien montés. En fait, ça n'a rien à voir parce que le vagin, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est Très élastique. quelque chose qui est très élastique. C'est un organe qui est extraordinaire. Donc tu peux, il y a un bébé, tu vois, on peut accoucher. Et alors que quand il n'y a pas de bébé qui passe à l'intérieur, ou c'est une cavité qui est virtuelle, qui est fermée, tu vois, les parois elles se touchent, c'est pas quelque chose qui est ouvert. Donc c'est en longueur et en diamètre. Enfin, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de question à ce sujet, quoi. C'est quoi la maladie sexuellement transmissible la plus répandue? C'est que tu vois souvent chez les femmes. Alors la plus répandue de loin, c'est le papillomavirus. Parce que le papillomavirus, le virus que tout le monde rencontre quand on a des rapports, c'est 80% de la population qui est concernée. Et toi, moi, à partir du moment où on a des rapports, avec ou sans préservatif, on peut être contaminé par le papillomavirus. C'est hyper contagieux. C'est pour ça que les femmes font des frottis, c'est pour ça qu'on vaccine les jeunes maintenant. C'est pour prévenir ça. Donc ça, c'est vraiment l'IST la plus fréquente. Après, les maladies qu'on voit revenir beaucoup et qu'on a un petit peu oubliées, c'est chlamydia, gonocoque, syphilis. Et ça, c'est quoi, par exemple? Il faut aller consulter pour une femme s'il y a des symptômes qui se présentent. Papillomavirus, tu dis, là, on va se concentrer sur la plus importante. C'est quoi les symptômes? La plupart du temps, il n'y en a pas. Ah ouais? Il n'y a pas de symptômes. Le papillomavirus, quand il donne des symptômes, c'est les verrues génitales. Mais la plupart du temps, il n'y a rien de visible. Donc tu es porteur, la femme est porteuse, sans le savoir. C'est pour ça qu'on fait le suivi, qu'on fait des frottis régulièrement. Et tu te guéris comment? Tu guéris pas. Ah, c'est vrai? Le papillomavirus, il n'y a pas de traitement pour faire disparaître le papillomavirus. Il y a des traitements pour traiter les conséquences du papillomavirus. Par exemple, les femmes, tu as peut-être entendu parler, on fait des lasers ou des conisations sur le col de l'utérus. Ça, c'est pour retirer les cellules malades à cause du papillomavirus. Mais il n'y a pas de traitement pour faire disparaître le virus. Le virus, le corps finit par l'éliminer naturellement, au bout de quelques mois ou de quelques années. Mais parfois, il reste, et c'est quand il reste qu'il peut provoquer des dégâts. Ah, wow. Et on en parle de plus en plus, là, je ne sais pas si tu as entendu parler des cancers de la gorge. Oui, sur les fellations. Ouais, fellation, cunilingus. On a fait une news, je crois, où il y a eu Donc le papillomavirus, ça donne des cancers du col de l'utérus, mais ça peut aussi donner des cancers d'ailleurs, et notamment chez l'homme. On peut avoir des cancers du pénis, de l'anus et de la gorge. Et aux États-Unis, le cancer de la gorge provoqué par le papillomavirus, il est passé devant le cancer du col de l'utérus. Ah, wow. Ouais. Ok. Donc, et comment on prévient ça? On prévient par la vaccination. Et on peut se faire vacciner à quel âge pour le papillomavirus? L'idéal, c'est de vacciner entre 11 et 14 ans, avant les premiers rapports. Les garçons, les filles, et dans ces cas-là, il n'y a que 2 injections à 6 mois d'intervalle. On peut proposer une vaccination de rattrapage, après 15 ans, à partir de 16 à 19 ans, mais là, c'est 3 injections. En France, aujourd'hui, on ne vaccine pas plus tard. Il y a des pays où ils proposent des vaccinations. Les femmes qui ont eu des problèmes au niveau précancéreux du col de l'utérus, après traitement, on leur propose éventuellement une vaccination, mais pas en France. Et après, on ne peut plus le faire? C'est plus remboursé par la Sécu. Oui, mais c'est intéressant de plus avoir une maladie. Mais ça pourrait quand même être intéressant. Le vaccin, il ne fait pas disparaître le virus. Hein. Le vaccin, il est là pour t'empêcher de choper des souches, c'est-à-dire des sous-types du virus un peu agressifs. D'accord. Pour comprendre un peu le sexe féminin, tu as une maquette, je ne sais pas à quoi elle te sert, pour les cours, j'imagine, pour expliquer. Seb, est-ce que tu vas nous la... Merci. C'est une maquette de sexe féminin de l'intérieur, comme ça on voit les organes, c'est ça? Ouais, c'est plus large que le sexe féminin, parce que là, tu as les organes génitaux internes et les organes génitaux externes, l'entrée du vagin. Ça, c'est une maquette que j'utilise pour faire des formations chirurgicales. Et donc, avant que les élèves fassent de la chirurgie sur des femmes, c'est bien de les entraîner d'abord sur un utérus ou sur des organes génitaux en silicone. Donc ça sert à s'entraîner à la chirurgie. Donc, le clitoris, c'est où? Alors là, on est à l'extérieur. Parce que tu disais que parfois, il y a des femmes qui te demandaient, d'ailleurs, régulièrement, par OFC pipi, etc., pour comprendre d'où ça part.
Donc ça, c'est l'extérieur. Alors, c'est à moi qui, tu m'excuses, hein, c'est moi qui ai un petit peu dessiné. Mais c'est vraiment stabiloté. C'est moi qui ai dessiné. Tu sais pour qui je l'ai fait, ça? Non. Pour mes enfants. C'est vrai? Ouais. Pour expliquer un peu. Ouais, on a commencé à faire quelques vidéos éducatives pour les enfants. Donc, ils me posent des questions et je leur explique l'anatomie féminine, les règles, les trucs comme ça. Donc là, c'est l'entrée avec la vulve. Sur les côtés, il y a les grandes lèvres. Et à l'intérieur des grandes lèvres, il y a ce qu'on appelle les petites lèvres ou les lèvres internes. Et ça, c'est un truc super important parce qu'il y a autant de femmes que d'anatomies différentes. Souvent, les femmes, elles ont une idée très arrêtée sur ce qu'elles veulent. Et en ce moment, on parle beaucoup des femmes qui viennent faire des plasties de la vulve, qui se font opérer des petites lèvres parce qu'elles trouvent que ça sort trop. Et Il n'y avait pas une influenceuse là qui avait fait une vidéo justement, c'est pas ma Vaganam, non? C'est ça qui disait qu'il voulait un vagin de fille de. Ça avait fait, ça avait fait scandale. Il y a un peu une mode, un effet de mode autour de ça, mais c'est pas qu'elle. Hein, c'est un effet de mode qu'on voit depuis quelques années où les femmes, en fait, ont une idée certaines femmes ont une idée très précise de ce à quoi devrait ressembler leur vulve. Et si c'est pas ça, c'est pas terrible. Et forcément, l'image qu'elles veulent et qu'elles ont, c'est des vulves de jeunes filles. Donc les petites lèvres, normalement, ça sort un petit peu. Et il y a certaines femmes qui ne supportent pas d'avoir ces petites lèvres qui sortent. Il y en a, ça sort beaucoup, il y en a, ça sort un peu, il y en a, ça sort pas du tout. Toutes les femmes sont différentes. En avant, bien sûr, il y a le capuchon du clitoris avec le clitoris en dessous. Okay, et après, quand tu descends un peu, il y a le méa urétral, c'est-à-dire l'extrémité du petit tuyau par lequel les femmes font pipi. Voilà. Et après, quand tu descends encore, bien sûr, il y a le vagin. Et t'as déjà des potes qui te demandent des conseils parfois pour leur famille Alors ça arrive tout le temps, même de manière un petit peu bizarre. Il m'appelle, mon pote, et il me dit « Olive, est-ce que tu pourrais voir ma belle-mère ?» Je dis « Ok, qu'est-ce qu'elle a ?» Elle est en flip, elle a un truc sur le sexe, c'est nouveau, elle est en panique totale, elle ne sait pas ce que c'est et tout. Et en déconnant, je lui dis « Bah vas-y, envoie-moi une photo. » Et ce con, il m'envoie une photo. Donc il m'envoie la photo. Et moi, sur la photo, j'ai l'impression de voir un truc. Donc je lui dis, bah écoute, envoie-la moi, je la vois dans 2 jours au cabinet, je vais regarder ce qu'il en est. Si besoin, je ferai une biopsie pour savoir ce qu'il en est. Mais en fait, c'était pas ça du tout. Et elle débarque à ma consultation en urgence, persuadée d'avoir un truc dramatique. Là, j'interroge, je dis, qu'est-ce que vous avez? J'ai un abcès, il y a un truc, c'est foncé, il y a un conduit pas normal. Et je me demande même s'il n'y a pas du pipi qui coule par là. Je suis sûr que j'ai une infection, j'ai jamais eu ça de ma vie et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Déshabillez-vous, je regarde tout de suite madame. Elle s'installe, moi je regarde, je vois rien. Enfin, je vois un sexe féminin normal, quoi. Je lui dis, mais montrez-moi. Et là, elle me montre le fameux méa urétral, c'est-à-dire le petit tuyau par lequel elle faisait pipi. En fait, elle n'avait jamais regardé. Ah, c'est vrai? Elle n'avait jamais regardé, elle ne savait pas comment elle était faite. Et le pire de tout, mais je l'interroge, je dis, mais c'est pas possible, c'est par là que vous faites pipi, madame, il n'y a aucun problème. Et en fait, depuis des semaines, elle nettoyait l'intérieur avec un coton-tige. Parce qu'elle était persuadée d'avoir un abcès, un problème, et que c'était pas normal que ça coule par là, et voilà. Donc c'était un peu... voilà. Mais c'est un vrai truc, c'est un vrai truc. Et à l'intérieur, c'est quoi, en gros, là, pour comprendre l'intérieur aussi? Donc là, c'est les organes génitaux internes. Okay, là, on regarde du haut du ventre de la femme, comme par exemple quand on fait une cœlioscopie, c'est la chirurgie, quand on met une petite caméra dans le nombril. Bon, on arrive par là, tu vois. Donc là, on voit le fond de l'utérus, c'est le corps de l'utérus, qui est rattaché sur les côtés par des ligaments. Bon, là, c'est les ligaments ronds. En arrière, ici, ces petits tuyaux, c'est des trompes. Trompes de Fallon? Jimmy Fallon? Jimmy Fallon? Les trompes de Jimmy Fallon. Les trompes, à quoi ça sert? C'est les trompes de Fallope. Les trompes, ça sert à conduire l'ovule, qui sort de l'ovaire, la femme ovule. L'ovule, il est largué. Il est récupéré par le pavillon de la trompe, c'est l'extrémité de la trompe. Il y a un petit aspirateur à ovule, par là, avec des franges, qui récupère l'ovule et qui l'amène par le petit tuyau, par la trompe, vers l'utérus. Par là, qui est-ce qui arrive? Je sais que c'est le sperme. Le sperme, spermatozoïde. Pour faire un enfant, on vous explique. Non mais c'est vrai, c'est hyper intéressant en vrai. Hein. Comment ça marche? En cours de bio, moi j'ai jamais eu ça. Donc les spermatozoïdes, parce qu'ils sont nombreux. Hein. Ouais, 400 millions je crois. Donc c'est la course. Donc les spermatozoïdes, ils remontent, ils arrivent dans le vagin, ils passent par le col de l'utérus, ils remontent dans le corps de l'utérus et ils arrivent dans la trompe où là, ils vont rencontrer l'ovule. L'ovule. Ok. Il y a un spermatozoïde qui gagne, le meilleur. Enfin, pas forcément. C'est pas forcément le meilleur qui gagne. Et donc, ça se voit parfois. Ouais. Donc fécondation dans la trompe. Oui. Ça fait un œuf. Et cet œuf, il va se balader un petit peu dans la trompe avant d'aller se fixer dans l'utérus. C'est fou. Hein. Et là, il peut y avoir des problèmes. Parce que parfois, l'œuf, au lieu d'aller se fixer dans l'utérus, il reste coincé dans la trompe. Il se bloque. Ah, c'est les grossesses extra-utérines. C'est ça, la grossesse extra-utérine. Ah, putain. Ouais. Okay. Voilà. J'ai beaucoup entendu parler, c'est un vrai problème, ça. Et la grossesse extra-utérine, c'est un vrai problème. C'est vraiment l'urgence gynéco number one. Ouais. S'il y a un message à faire passer, c'est que si on a mal au ventre de manière anormale et des petits saignements, parce que ça saigne pas fort, en début de grossesse,
et qu'on est vraiment en début de grossesse et qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas fait d'échographie, que c'est vraiment le tout début, 2, 3, 4 semaines de grossesse, il faut se poser la question de la grossesse extra-utérine à consulter. Et consulter vite. Avant-hier, j'ai opéré une femme. À la fin de ma consultation, on m'appelle aux urgences que j'étais à l'astreinte. Suspicion de grossesse extra-utérine, je lui fais une écho, je vois du sang dans le ventre, je la mets au bloc, on fait la célioscopie. Et elle avait une grossesse extra-utérine dans la trompe droite, qui était remplie de sang, parce que ça fait 5 mm une trompe. Donc c'est pas du tout fait pour accueillir un œuf, et encore moins un embryon. Donc ça a saigné autour. La trompe s'est dilatée, c'était en train de péter et de saigner dans le ventre. Ça fait des vraies hémorragies internes. D'accord. Faut vite. D'accord. Et c'est pas des grossesses qu'on peut récupérer. C'est-à-dire que l'embryon, malheureusement, après, enfin l'œuf, il part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais te dire des clichés qu'il y a sur le sexe ou sur le sexe féminin. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Vas-y. Il faut un gros sexe pour donner du plaisir aux femmes. Faux. Ça, c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux parce que le plaisir de la femme, déjà, il n'y a pas que la pénétration. Le clitoris joue un rôle majeur dans l'orgasme, la pénétration aussi. Mais ce n'est pas du tout la taille du sexe qui va influer, entrer en jeu. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les hommes ont plus de libido que les femmes. Faux. Archi faux. C'est vrai? Archi faux. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, je passe beaucoup de temps à discuter avec mes patientes. Vraiment, l'examen physique, c'est une part minime de la consultation gynécologique, donc on parle. En fait, il y a énormément de femmes qui se plaignent du manque de libido de leur mec. Donc elles, on manifeste une demande et que leur mec n'est pas là. Surtout après 50, 60 ans, les femmes, elles sont en pleine forme. Ah bah c'était ma question d'après. Elles sont en pleine forme et on a vraiment l'impression qu'il y a des courbes qui s'inversent. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'un homme à 40 ans, on est bien, quoi. On est bien et souvent, c'est une période de la vie d'une femme un petit peu plus difficile. C'est les années avant la ménopause. Donc au niveau hormonal, ça commence à changer. Souvent, il n'y a plus trop de projets de bébé. Donc c'est un moment de transition qui n'est pas évident pour les femmes. Alors que nous, 40-45, on est plutôt pas mal. Et après, ça s'inverse complètement. Elles sont beaucoup plus en forme que leur mec. Ah, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que certaines femmes... Alors, c'est une vraie question qu'on entend souvent aussi. Certaines femmes sont vaginales et d'autres clitoridiennes. Ça, c'est des concepts qui sont plus du tout d'actualité. Le plaisir et le plaisir féminin, c'est quelque chose de complexe, avec plein de facteurs qui rentrent en jeu. Alors c'est sûr que chacun ou chacune, en l'occurrence, a ses préférences. Et ces préférences, elles peuvent changer en fonction du mec, en fonction de l'ambiance, en fonction de la saison, en fonction de l'âge, en fonction de 1000 trucs, tu vois. Est-ce que, pour parler de contraception, ouais. J'ai vraiment pris tous les clichés qu'il y a, vraiment, mais c'est intéressant parce que c'est des questions que tout le monde se pose. Bien sûr. Quand quelqu'un fait l'amour sans capote, est-ce que se retirer avant l'éjaculation, est-ce que ça marche comme contraception ou pas? Ça fait partie des méthodes. Ça s'appelle le retrait, ça fait partie des méthodes. Donc il y a des gens qui font comme ça, il y a des femmes qui connaissent bien leur cycle, qui savent exactement quand est-ce qu'elles ovulent, le mec qui a un grand contrôle, voilà. Donc ça peut être une méthode dans un couple. Le seul problème, c'est que nous, on réfléchit, on est des scientifiques, hein. Donc nous, on réfléchit en termes de stats, et très clairement, c'est pas le meilleur moyen de contraception. Quand une femme me dit, voilà, moi je pratique la technique du retrait avec mon conjoint, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, si l'accident n'est pas un problème pour vous, si c'est pas grave, s'il y a une grossesse et que finalement vous dites que c'est pas le mauvais moment, pas de problème, mais il faut pas que vous vous retrouviez dans la merde. Est-ce qu'on peut tomber enceinte en faisant l'amour avec une capote? Là, j'ai appris un truc, mais je sais pas si c'est vrai. Ouais. En fait, ça n'arrête pas 100% les spermatozoïdes. Je parle pas des capotes qui cassent, hein, évidemment, là, ouais. On imagine qu'il y en a plus, mais que ça passe et qu'il y ait 0,01. Je crois que c'est fiable à 99,9%. Et donc, j'ai vu sur Internet... Pour moi, les préservatifs utilisés correctement et quand il n'y a pas d'accident, c'est hyper fiable. Le seul truc, c'est que c'est un moyen de contraception mécanique, donc il faut le mettre, il faut bien le mettre. Quand on le manipule, on peut l'abîmer un petit peu sans s'en rendre compte. Les préservatifs qui sont normés, officiels et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste que dans leur utilisation, parfois, il peut y avoir des problèmes, et parfois, ces problèmes, on ne s'en rend pas compte. Et donc là, bien sûr, il y a un risque de grossesse. Pour terminer, comment est-ce que tu annonces quand tu vois qu'il y a quelque chose de grave? Comment est-ce que tu es formé pour ça? On t'a expliqué comment avoir un peu de tact? Non, c'est une formation sur le tas. Donc aujourd'hui, je t'ai dit, je fais plus de suivi de grossesse ni d'accouchement, donc je fais beaucoup de chirurgie, et notamment de la cancérologie. Donc on apprend au jour le jour. La semaine dernière, en consultation, j'ai reçu une dame très âgée, accompagnée de ses 2 fils. Ça faisait des mois qu'elle avait mal au ventre, qu'elle saignait, elle avait 75 ans, tu vois. Ça faisait plus de suivi gynécologique depuis longtemps, ça c'est un problème. Les femmes âgées qui se font plus suivre, on tombe sur des trucs parfois un peu avancés. Ça faisait des mois qu'elle avait mal au ventre, qu'elle saignait, elle n'avait pas osé consulter, ou elle avait consulté son médecin traitant qui n'avait pas osé l'examiner, parce que examiner une dame âgée quand on n'est pas gynéco ou sage-femme, c'est un peu délicat. Donc il venait me voir, et moi j'examine et je tombe sur un cancer du col
terrible. Ah ouais, très avancé. Une machin. énorme tumeur du fond du vagin qui infiltrait la vessie en avant, le rectum derrière, ça descendait. Enfin, dur. Et elle avait hyper mal depuis des mois, c'était ça qui lui faisait mal, quoi. Et moi, je tombe là-dessus. Et puis, après, je me rassois. Il y avait la mamie avec ses 2 filles. Alors, docteur. Et puis là, il faut leur dire. Je peux pas leur dire, on va attendre les résultats de la biopsie, ciao. Donc, je lui dis ce à quoi je pense, la maladie. Je lui annonce que leur maman, et j'annonce à la dame qu'elle a probablement un gros cancer du col, qu'il va falloir attendre les résultats de la biopsie, mais j'étais sûr du diagnostic, on commence. Et alors, comment on va traiter? Donc là, on commence déjà à parler de radiothérapie, de chimiothérapie, tout ça de manière très brutale, froide. Très concentrée, brutale, froide, quoi. On n'a pas le temps de préparer les gens à ça, tu vois. Et donc, forcément, quand t'as la petite mamie qui se rétracte sur son fauteuil, les filles à côté qui sont là avec leur maman en disant c'est pas grave, maman, on est là. T'as toujours été là pour nous, et là, on est là pour toi. On est un peu pris, ouais. Après, c'est aussi pour ça que c'est un métier humain, génial et pas comme les autres. Et attends, et sur Doctolib, tu fais des consultations en vidéo? Ouais, en théorie, mais en pratique, très peu. C'est très compliqué d'examiner. J'ai pas une spécialité qui est vraiment adaptée à ça. J'en fais quelques-unes pour donner du conseil ou pour expliquer une opération ou pour consulter quelques examens qu'elle me transfère via Doctolib. Mais je ne fais pas d'observation gynécologique sur Doctolib. Et alors, on parlait tout à l'heure, certaines femmes ont peur d'aller voir des gynécos hommes. Et je crois qu'il s'appelle Émile Daraï, qui a été mis en examen. C'est un gynécologue en novembre 2022 pour violence volontaire sur 32 patientes. Il y a des accusations de viol, etc. On fait très attention à ça quand on est gynéco, de bien demander à chaque fois pour être bien compris, qu'il n'y ait pas de gestes. Alors, quand on est gynéco homme, on fait attention 1000 fois plus aujourd'hui. Et notre génération, tu vois, j'ai 45 ans, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a intégré dans l'approche qu'on a avec les patientes, en consultation. On parle de consentement, c'est-à-dire que moi maintenant, quand j'examine une femme, déjà je lui demande si elle veut bien être examinée. Ah, c'est vrai? Je lui explique ce que je vais lui faire comme examen, je lui demande si elle est d'accord. Je lui explique pourquoi je vais faire tel ou tel geste. Donc on fait très attention à ça. Aussi le rapport à la nudité, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la femme qui arrivait en consultation de suivi gynécologique, il n'y avait pas de discussion, allez vous déshabiller, tac tac, et puis il n'y avait pas de discussion. Moi je leur dis toujours de garder le haut pour qu'elles se sentent plus à l'aise. Voilà, il y en a qui s'en fichent, hein, bien sûr. et qui se mettent toutes nues. Mais en tout cas, je leur propose toujours. Et on fait très attention à ça. Pourquoi tu as voulu créer un compte TikTok? Comment ça s'est passé pour terminer Alors, les réseaux sociaux, ça a commencé il y a quelques mois. 6 mois à peu près, non? Ouais, un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Et j'ai dit à ma compagne Alexandra, j'aimerais bien faire un truc sur Insta, sur TikTok. Ça te chauffait un peu? Ouais, ça me chauffait un peu. J'avais envie de transmettre un truc. Voilà. Et elle me dit, OK, mais pourquoi? Je lui dis, je sais pas, c'est marrant. Elle me dit, non, il faut qu'on ait un objectif. Si on le fait pour de vrai. Voilà. Elle est carrée. Elle est carrée. On l'a rencontrée avant, elle est marrante. T'as compris. Elle est marrante et carrée. Elle est très carrée. Elle n'est pas que marrante, elle est très carrée. Et donc... Parce que pour la vanne, pendant l'émission, à un moment donné, elle a pris le micro, elle a parlé pendant le tournage, etc. C'est pour ça qu'on fait la blague. N'oublie pas. Et donc... elle me dit, OK, mais alors, pourquoi on le fait? Il faut qu'on ait des objectifs. Je lui dis, je sais pas, moi, je lui dis, j'ai envie de transmettre de l'information, j'ai envie de vulgariser l'info gynéco, j'entends plein de conneries de la part de mes patientes en consultation parce qu'elles ont des informations qui sont fausses, notamment via les réseaux, et j'ai envie d'apporter autre chose pour leur donner de la vraie info, accessible et solide. Donc on a fait ça. Après, on a travaillé un peu le truc, mais c'est vraiment un boulot sérieux, quoi. C'est un deuxième boulot. Hein, ça prend du temps, hein. On sort 3 vidéos par semaine, donc c'est énormément de boulot. C'est énormément de boulot parce que c'est en plus de mon boulot, donc c'est le soir, c'est le week-end, on fait ça à la maison, on a un mini-studio à la maison, on fait participer les enfants. Ça s'est professionnalisé. Hein. On les enferme pour pas qu'il y ait un bruit dans la maison, bougez plus. T'as des enfants de quel âge? À la maison, on a 5 enfants. Oui. Il y a 4 garçons, 10 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans. Et une fille de 19. Ok. Ah ouais, vous avez enchaîné. Quand on est en full enfant, c'est pas mal. C'est quoi le truc le plus incroyable que ça t'ait ramené, les réseaux sociaux? Il y a eu un truc avec le président de la République. Il a fait quoi? Il m'a contacté son équipe de com m'a contacté pour faire une vidéo partagée sur mon compte et sur son compte perso. Ah, trop bien. Sur le papillomavirus et sur la vaccination, justement. Il s'est abonné à mon compte. J'ai attendu un peu avant de m'abonner au sien, histoire de... de voir s'abonner en retour sur le compte du président de la République, c'est marrant. C'était bon. Mais non, qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, je trouve ça extraordinaire d'être écouté par autant de gens. Il y a la France, mais je suis aussi très suivi dans les pays francophones, le Maghreb, où dans ces pays-là, nous, parfois, c'est un peu compliqué d'avoir accès à un suivi gynécologique. Il y a les déserts médicaux, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est parfois compliqué, mais alors, dans ces pays-là, c'est zéro, quoi.
Et les femmes là-bas, elles suivent beaucoup les réseaux, ce qui se passe sur les réseaux. Et j'ai vraiment l'impression de leur apporter une info vitale. Elles m'envoient des messages tout le temps et tout. Et donc Tu aides, tu sers au-delà ouais, des alors frontières. bien sûr, je ne peux pas répondre à tous les messages, mais je regarde un peu les stats. Où sont les gens? Le Maroc, l'Afrique noire, Dakar, Casablanca, Marrakech. C'est ouf le nombre de gens que je touche dans ces pays-là. Et ce serait quoi ton objectif après? Tu as d'autres envies? Par rapport aux réseaux sociaux et... Ouais, par rapport au milieu artistique, on va dire. Là, déjà, ça m'amuse d'être avec toi, de toucher aux médias et de toucher encore plus de monde pour faire passer de l'information. Après, le milieu artistique, je sais pas, c'est sûr qu'on voyait des chroniqueurs télé, il y a des trucs comme ça qui pourraient être intéressants. Je suis à Aix-en-Provence. Ah oui, Ça se passe oui. plutôt à Paris quand même. Faire des chroniques dans les C'est à vous, des émissions. Voilà, comme ça, des tu veux petites dire. choses comme ça pourrait être rigolo. Après, franchement, notre histoire de réseaux sociaux, elle est travaillée, elle est structurée. Ça nous a apporté plein de trucs déjà. Tout ce qui vient, c'est du bonus. Oui, c'est du bonus, ça t'amuse. Du bonus. En tout cas, vous mettez les liens d'Olivier, donc c'est Mon Gynéco. Je vous mets les liens cliquables sous la vidéo si vous voulez le retrouver sur TikTok, t'as Insta, t'as Facebook aussi. Ouais. On vous met tous les liens si vous voulez le retrouver sur la page. Pareil pour nous, si vous voulez nous retrouver sur Insta, pareil, hein, Légende LEGEND. Sur YouTube, on y est. Abonnez-vous, les gars, mettez des petits commentaires, des petits pouces en l'air aussi pour nous aider sur l'algorithme et tout. Tu connais maintenant. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Je t'en prie. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à toi.